Le 27 novembre 2002, à Miami, aux États-Unis, une tragédie s'est abattue. Un jeune couple, célébrant l'anniversaire de leur relation, décida de profiter d'une promenade nocturne. Soudain, 5 individus surgirent de l'ombre et les agressèrent. La jeune femme et son compagnon furent séquestrés dans un fourgon où ils subirent des tortures inimaginables. Bien que grièvement blessé, le jeune homme survécut à cette épreuve. Néanmoins, cette agression laissa une cicatrice indélébile dans sa vie, le contraignant à suivre une thérapie psychologique pendant plusieurs années pour tenter de se reconstruire. Ana Maria Angeli, née en 1984 à Medellín en Colombie, était la fille de Margarita Osorio, une enseignante dévouée dans une école locale. L'enfance d'Ana Maria fut marquée par la violence qui ravageait le pays à cette époque. C'est dans ce contexte difficile que Margarita prit la décision cruciale d'immigrer aux États-Unis, animée par l'espoir d'offrir un avenir meilleur à elle et à sa fille unique. Animée par l'espoir d'une vie meilleure et plus sûre, elle quitta son pays natal pour l'Amérique du Nord, emmenant avec elle sa fille de 6 ans. C'est à Miami, en Floride, qu'elle choisit de poser ses valises. Bien que professeure qualifiée, elle sacrifia sa carrière pour assurer la sécurité et la stabilité financière de sa famille, acceptant un emploi de femme de ménage. Les débuts furent difficiles, isolés dans un pays inconnu avec un enfant à charge. Pourtant, mère et fille s'adaptèrent peu à peu à leur nouvelle existence. Au fil des ans, Ana Maria s'épanouit. Elle devint une élève brillante, excellente dans ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Ses excellents résultats lui valurent d'être admise au sein de la Société nationale d'honneur de son lycée, South Miami. Elle y fut également une gardienne de but et capitaine de l'équipe féminine de football. Ana Maria, partagée entre ses études, le sport et un emploi à mi-temps dans une quincaillerie, jonglait avec les responsabilités. Son but, alléger le fardeau financier de sa mère et économiser sou après sou pour réaliser son rêve, acquérir une voiture. Après plusieurs mois d'efforts acharnés, son vœu fut exaucé. Elle savourait pleinement cette liberté nouvelle, ignorant que son bonheur serait tragiquement interrompu. Sur le plan sentimental, fin décembre 2001, à l'aube de ses 18 ans, Ana Maria entama une relation avec un jeune homme de son âge, Eddie Nelson Portabanco. Ils fréquentaient le même lycée et partageaient une complicité rare. Leur idylle était empreinte de tendresse et de respect mutuel. Ils partagèrent des passions communes et chaque instant passé ensemble était un enchantement. Une jeune femme, pleine d'ambition, rêvait d'un avenir tracé avec détermination. Son premier objectif, servir son pays en tant que militaire dans l'US Air Force. Après son service, elle aspirait à devenir directrice d'école, un chemin professionnel qui rappelait celui de sa mère, restée au pays. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'au 27 avril 2002. Ce jour-là, Ana Maria et Eddie avaient décidé de se retrouver pour un rendez-vous. Le jeune homme avait organisé un dîner dans un restaurant réputé de la ville. Ils partagèrent un repas agréable et passèrent une excellente soirée. Après quelques pas de danse, une douce brise de romantisme flottait dans l'air. Une promenade nocturne s'imposait, une balade où leurs âmes se dévoileraient, partageant les rêves les plus enfouis et les aspirations futures. L'écho de leurs rires et confidences emplissait la nuit étoilée. Alors qu'ils regagnaient la voiture d'Eddie, l'idylle se brisa. 5 silhouettes juvéniles, surgissant de l'ombre, leur barrèrent la route. L'atmosphère se chargea soudain d'une tension palpable, annonçant un dénouement imprévisible. D'origine américaine, ils étaient une cible facile. 2 individus armés les ont contraints à monter dans une voiture stationnée à proximité. Presque traînés à l'intérieur, ils furent conduits vers un lieu plus isolé. La zone étant fréquemment patrouillée, les agresseurs les obligèrent à s'allonger dans le fourgon loué pour éviter d'attirer l'attention. Ils exigeaient tout, portefeuille, code confidentiel, téléphone et bijoux. Tout ce qu'ils possédaient leur fut arraché. Après avoir dérobé la carte d'Ana Maria, les criminels se sont empressés de retirer de l'argent à un distributeur automatique à proximité. Dans la foulée, ils ont utilisé le téléphone portable d'Eddie pour joindre un contact situé dans la région d'Orlando. Cet appel anodin allait s'avérer être leur perte. Le trajet dura environ une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, les autres occupants du fourgon commencèrent à inciter Eddie à toucher et embrasser Ana Maria, ce à quoi il résista initialement. Contraint par la violence, il céda, les coups pleuvant sur sa tête. Puis, sous la menace, il dut dépouiller la jeune femme,
interdit de lever les yeux. Eddie, les oreilles torturées par les hurlements d'Anna Maria, restait aveugle à l'horreur qui se déroulait. Pendant près d'un quart d'heure, ils assouvirent leurs instincts bestiaux sur elle. Leur route macabre les mena finalement à une plage déserte, théâtre ultime de leur cruauté. Brusquement, Eddie fut saisi par ses agresseurs et jeté sans ménagement sur le trottoir. Une pluie de coups s'abattit alors sur lui. Des poings, des pieds, et la douleur lancinante de plusieurs coups de couteau. La peur le submergea, une peur viscérale pour sa propre vie. Dans un éclair de lucidité, il feignit la mort, espérant que cette ruse le sauverait. Les voyant le croire inanimé, ses bourreaux regagnèrent précipitamment leur véhicule et s'enfuirent. Un jeune homme désemparé se persuada que sa bien-aimée avait été abandonnée au même endroit que lui. Il ignorait dans sa souffrance qu'elle était partie bien loin avec ses bourreaux. Malgré ses blessures, il rampa péniblement vers le bord de la route. La Providence voulut qu'un passant le remarque. Eddie, le cœur lourd, lui confia son calvaire. L'homme, touché par son récit, le conduisit sans tarder à l'hôpital. L'examen médical révéla une quatorzaine de blessures par arme blanche, témoignage cruel de la barbarie qu'il avait subie. Son corps était constellé de contusions et d'échymoses. Alité, rongé par l'angoisse, Eddie n'avait qu'un seul souhait, que la police retrouve Anna Maria au plus vite. Il caressait l'espoir ténu qu'ils puissent encore la sauver. Une autre pensée, fragile comme une bulle de savon, lui traversait l'esprit. Peut-être ses agresseurs l'avaient-ils abandonnée ailleurs. Si seulement la police se hâtait, il la retrouverait saine et sauve. Mais le destin, facétieux, avait décidé de jouer une toute autre partition. Les ravisseurs, avec Sadna Maria prisonnière dans leur fourgon, continuaient leur route implacable, jusqu'à atteindre le comté de Palm Beach, où une fois de plus, ils s'arrêtèrent sur le bas-côté. Deux hommes l'arrachèrent brutalement de la voiture, la traînant sans ménagement vers un mur décrépit. Là, ils la forcèrent à s'agenouiller. Dans un souffle étranglé, elle implora leur clémence. Alors qu'elle suppliait, l'un des bandits, un visage durci par la violence, sortit une arme. Le canon froid pointa vers elle. Un premier clic sinistre résonna, mais le coup ne partit pas. Un cri de désespoir déchira la nuit. L'homme, insensible à sa terreur, arma à nouveau le pistolet. Un second clic secoua l'air, mais la mort refusa encore de se montrer. Dans cette danse macabre, comme tiré d'un conte cruel, le troisième essai fut, hélas, le bon. Cette fois, la balle a trouvé sa cible. Maria est tombée, fauchée nette, sa vie s'éteignant sur le coup. Les auteurs de cet acte odieux ont ensuite abandonné son corps sans hésitation et ont regagné Orlando. Le dimanche matin, aux aurores, les forces de l'ordre ont interrogé Eddie en présence de son père. Le jeune homme, visiblement secoué, a relaté dans le détail les événements tragiques et a fourni une description précise des agresseurs ainsi que du véhicule qu'ils utilisaient. Après avoir reçu ces informations, les forces de l'ordre lancèrent une recherche exhaustive, traquant à la fois les agresseurs et la jeune femme. Son petit ami et sa famille, consumés par l'espoir, s'accrochaient à l'idée de la retrouver saine et sauve. Ils laissèrent même des messages vocaux poignants sur son téléphone portable, suppliant ses ravisseurs de la libérer. Malheureusement, quelques jours plus tard, leurs espoirs furent anéantis. La police n'eut pas à chercher longtemps pour remonter la piste des criminels. Au fil de l'enquête, un appel crucial fut découvert, émanant du téléphone d'Eddie. Ce signal les mena vers un appartement à Orlando, officiellement occupé par un homme de 29 ans. Son nom, Héctor Manuel Caraballo. Les agents se rendirent immédiatement au bureau de location de l'immeuble, à la recherche d'Héctor. La gérante, après vérification, leur expliqua qu'elle n'avait aucune trace d'un locataire portant ce nom. Cependant, elle put leur fournir les informations d'un autre homme, Victor Manuel Caraballo, âgé de 34 ans, qui figurait comme le locataire officiel des lieux. Avec l'autorisation de la gérante et les clés en main, les policiers se préparèrent à explorer l'appartement, espérant y découvrir des indices cruciaux. Dans l'appartement, ils découvrirent Victor, ainsi que la carte bancaire, le permis de conduire, le portefeuille et le téléphone portable d'Anna Maria. Le portefeuille d'Eddie était également là. Fouillant une poubelle à proximité, les policiers mirent la main sur les chaussures d'Anna Maria, toujours portées disparues. Victor et son frère Héctor furent immédiatement arrêtés. Suite à cette découverte, deux agents se rendirent dans un autre complexe résidentiel, lancé à la recherche du fourgon ayant servi à l'enlèvement du couple.
Dans l'ombre de la nuit, les détectives mirent la main sur César Antonio Mena, un jeune homme de 22 ans. Son arrestation marqua le début d'une enquête complexe. Parallèlement, les forces de l'ordre identifièrent 2 autres individus liés à l'affaire. Jesús Torres Roman, un adolescent de 16 ans, et son oncle, Joël Lebon, âgé de 23 ans. Le 29 avril, aux alentours d'1h du matin, ces derniers furent appréhendés dans un autre quartier résidentiel. Lors de son arrestation, Joël Lebon était en possession d'un sac de sport et d'un sac d'emplettes, immédiatement saisi par les autorités. À l'intérieur, point de chaussures marron, celles qui, apparemment, portaient des taches de sang suspectes. Les officiers, méticuleux, saisirent ses vêtements et ses lunettes, veillant à préserver chaque indice potentiel. Puis, les menottes claquèrent et l'homme fut conduit dans le véhicule de service, direction le commissariat. Les détectives s'attendaient à une longue journée d'interrogatoire, une épreuve digne d'un marathon. Pourtant, le destin en décida autrement. Jésus fut le premier à être interrogé. Il n'attendit même pas qu'on lui énonce ses droits. La confession jaillit, impétueuse. Il avoua qu'Anna Maria avait bel et bien été abattue et qu'à cet instant, il avait cru qu'Heidi avait subi le même sort. Jésus déballa tout, révélant les actes commis par Anna et leurs complices lors de cette nuit tragique. Il raconta comment il s'était acharné sur Maria, avait sauvagement battu 2 jeunes hommes, les avait dépouillés de leurs biens et leur avait infligé d'autres sévices innommables. Il expliqua qu'Anna et les autres avaient juré le silence, un pacte de non-dit, mais le poids du secret était devenu insupportable. Malgré ses 16 printemps, le jeune homme portait déjà le fardeau d'un assassin, un violeur. Face aux policiers, son masque de dureté s'est fissuré, peut-être fragilisé par son jeune âge. Les larmes ont jailli, trahissant une nervosité palpable. Tremblant de tout son corps, il irradiait d'une tristesse poignante. C'est alors que, submergé par l'émotion, Jésus a révélé l'endroit précis où reposait le corps d'Anna Maria. Les autorités, sans perdre un instant, se sont rendues sur les lieux indiqués, découvrant, hélas, la macabre vérité. Sur les lieux du crime, une scène macabre s'offrait aux premiers arrivés. Les mains de la victime, une jeune femme nommée Anna Maria, étaient jointes comme figées dans une ultime prière. Tout laissait supposer qu'elle avait supplié ses bourreaux d'épargner sa vie avant qu'ils ne l'emportent. Le médecin légiste a relevé quelques blessures superficielles, infligées, semble-t-il, au moment fatidique. Le corps a été transféré au bureau de Submit Expert pour des examens plus approfondis. Là, dans un moment de déchirement, sa mère a formellement identifié Anna Maria. Une femme, le cœur brisé, errait, hantée par le souvenir de sa fuite précipitée de Colombie, un pays ravagé par la violence. Elle avait cru trouver refuge aux États-Unis, un havre de paix où sa fille et elle seraient enfin en sécurité. Mais l'horreur l'y attendait. L'enquête révéla un acte odieux. Anna Maria avait été victime d'un viol collectif. Les experts scientifiques découvrirent sur son corps les traces ADN de plusieurs agresseurs, fournissant aux enquêteurs les preuves nécessaires pour ouvrir une enquête. Alors que la famille d'Anna Maria pleurait sa disparition et lui disait adieu, l'enquête policière battait son plein. Les forces de l'ordre retournèrent à l'appartement de l'un des suspects, César. Là, dissimulés dans une armoire, ils découvrirent 2 armes blanches ainsi qu'une arme à feu. L'expertise criminelle confirma plus tard qu'il s'agissait de l'arme qui avait ôté la vie à la jeune femme. Ce jour-là, Bob Hernandez, secrétaire de la police de Miami Beach, confirma aux médias l'arrestation de 5 individus. L'officier précisa que le couple n'avait aucun lien avec les agresseurs, victime malheureuse d'une funeste coïncidence. De son côté, la procureure du comté de Miami-Dade, Catherine Fernandez Rundle, assura que les meilleurs éléments étaient mobilisés sur l'affaire et que tout serait mis en œuvre pour que les 2 familles endeuillées obtiennent justice. Les suspects furent placés sous surveillance à Miami-Dade, tous ayant exprimé des intentions suicidaires. Après son transfert au centre de détention de Metro-Ouest, un revirement s'opéra chez Jésus. L'abattement des aveux initiaux, où il avait exprimé son désarroi face aux actions de ses complices, et les larmes versées lors de son arrestation, s'estompèrent rapidement. Il semblait vouloir capitaliser sur une notoriété criminelle qu'il s'attribuait désormais. Désormais, Jésus prenait un certain plaisir à relater les détails de son méfait. Dans les couloirs austères de la prison, dans le gymnase où l'écho des pas résonnait, jusque dans les toilettes à l'odeur âcre et la cantine bruyante. Même confiné dans l'étroitesse de sa cellule,
il ne cessait de parler. À la moindre occasion, il déversait sur les autres détenus des détails obscènes sur les actes ignobles commis par Santa Maria et Eddie. Il semblait gonflé d'une fierté malsaine, espérant sans doute s'attirer une forme de respect, ou du moins d'attention, de la part de ses pairs derrière les barreaux. Mais l'effet fut tout autre. Même les criminels les plus endurcis, ceux qui avaient franchi les limites de l'impensable, ne pouvaient concevoir que les atrocités perpétrées par Jésus et sa bande puissent être une source d'orgueil. L'abjection de ces actes le marquait d'une infamie particulière, le reléguant à un statut encore plus méprisable au sein de cette société carcérale. Des mois s'écoulèrent et les autorités décidèrent de le transférer dans un autre établissement. Des rumeurs persistantes laissaient entendre que les détenus, à bout de patience, complotaient son assassinat. Une fois dans cette nouvelle prison, il échafauda son propre plan, obsédé par l'idée d'éliminer Eddie. Il savait que ce dernier était l'unique témoin des événements, celui qui devait témoigner au procès et identifier les 5 complices. Il était l'homme qui menaçait de les envoyer derrière les barreaux. Jésus, pris d'une obsession funeste, se mit en quête d'une âme damnée qui accepterait de mettre fin à ses jours. L'information parvint aux oreilles de la police, qui dépêcha un agent infiltré. Jésus offrit à ce dernier une somme rondelette de $12 000 pour éliminer un certain Eddie. L'agent, bien sûr, refusa, et cette tentative fut ajoutée au dossier déjà conséquent. Les semaines s'écoulèrent, le temps de rassembler toutes les pièces du puzzle judiciaire. Lors de la première audience, les 5 accusés clamèrent leur innocence. Hector, pris dans les filets de la justice, confia avoir été entraîné dans un plan machiavélique ourdi par un certain César. Depuis sa cellule de la prison du comté de Miami-Dade, il révéla, lors d'une conversation téléphonique, avoir croisé le chemin de César à peine 3 semaines avant le drame. Gladys Laporte, sa compagne de 40 ans, ajouta que César était attendu à leur domicile le samedi après-midi, jour funeste, pour leur livrer des substances illicites. Au lieu de cela, l'homme se présenta les mains vides, animé d'une rage froide. Hector précisa que César leur avait avoué avoir fait le voyage jusqu'à Miami le vendredi 26 avril, la veille du drame, dans le but de se procurer de la drogue. Le piège s'était refermé. Son fournisseur l'avait dupé. Fou de rage, il revint en Floride centrale, où il retrouva 4 complices. Ensemble, ils projetèrent de corriger, de manière brutale, celui qui les avait escroqués. Les sources policières furent formelles. Dans leur déposition, tous pointèrent du doigt César comme l'instigateur de cette agression sauvage. Mais l'affaire se compliqua. Le témoin unique, Eddie, admit avoir des difficultés à identifier plus d'un des agresseurs. La nuit était tombée, et sa vision était, selon ses dires, imparfaite. Frappé violemment à la tête, il était sonné, visiblement marqué par des événements traumatisants, et les visages de ses agresseurs lui restaient flous. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que l'enquête piétine, la science légale, sous la forme d'une preuve ADN irréfutable, combinée aux témoignages accablants d'autres personnes impliquées, a suffi à lancer la machine judiciaire et à conduire à leur condamnation. Le parquet a choisi d'appliquer la loi sur les crimes graves, une disposition juridique implacable qui stipule que toute personne impliquée dans la commission d'un crime est tenue pour aussi responsable que celui qui a matériellement commis l'acte. Le procès des 5 hommes s'est ouvert le 23 septembre 2002. Ils devaient répondre d'accusations terrifiantes. Meurtre au premier degré, tentative de meurtre, agression sexuelle avec arme, enlèvement avec circonstances aggravantes et vol qualifié. L'affaire traînait en longueur, les procédures s'éternisant tandis que Robert Goodwin, l'avocat, manœuvrait pour que chaque accusé soit jugé séparément. 5 années s'écoulèrent avant que Victor Corabalio, alors âgé de 39 ans, ne comparaisse enfin devant le tribunal. Corabalio clamait son innocence avec véhémence. Il niait non seulement avoir renversé la jeune femme, mais aussi d'avoir attenté à sa vie ou de l'avoir violentée. Son explication pour la présence de son ADN sur le corps de la victime était aussi glaçante que surprenante. Il affirmait que c'était le résultat d'un acte d'onanisme et que par conséquent, il ne pouvait être tenu pour responsable d'une quelconque agression. Son avocat, plaidant pour une clémence relative, insistait sur le fait que son client n'avait pas directement ôté la vie à la jeune femme et qu'il devait donc, au plus, être condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Les jurés, cependant, en ont décidé autrement.
En avril 2007, il fut déclaré coupable et la peine capitale fut recommandée. Le juge acquiesça et 2 mois plus tard, en juin de la même année, il fut condamné à mort pour son crime odieux contre Anna Maria. De plus, il écopa de 4 peines de prison à perpétuité ainsi que de 2 peines de 30 ans pour d'autres délits commis. Le prochain sur la liste des condamnés était un certain César Antonio Mena, âgé de 27 ans. Le substitut du procureur, invoquant l'agonie lente et atroce endurée par la victime, avait requis la peine capitale. Pourtant, après 2 heures de délibération, le 8 novembre 2007, l'accusé fut acquitté du chef de viol, mais condamné à la prison à vie. Quelques mois plus tard, en 2008, le sort de Jesús, un jeune homme de 22 ans, était scellé. Il avoua avoir distrait un gardien pendant que ses 4 complices capturaient le couple et les entassaient dans un fourgon. Il admit avoir été témoin des humiliations et des sévices infligés à Anna Maria, avouant sans ambages qu'il s'était contenté d'en rire. Il raconta d'une voix monocorde comment ils avaient ôté la vie à la jeune femme, emportant son sac à main comme un vulgaire trophée. Il avoua également avoir participé activement à la dissimulation des preuves, nettoyant méticuleusement la voiture pour éviter qu'elle ne soit saisie par les autorités. Chaque recoin, à l'intérieur comme à l'extérieur, avait été passé au peigne fin dans une tentative désespérée d'effacer toute trace de leur crime. Au cœur du procès, le témoignage poignant d'Ezzy résonna dans la salle d'audience. Il affirma, sans hésitation, que l'accusé était l'un des 2 individus qu'il avait sauvagement agressé, le rouant de coups et le lacérant de plusieurs coups de couteau. Après avoir attentivement pesé les témoignages et les preuves présentées, le juge, d'une voix grave, prononça la sentence. L'accusé fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, scellant ainsi son destin derrière les barreaux. 4 ans s'écoulèrent, et vint le tour de 2 autres accusés. Pourtant, avant que Joël et Hector ne comparaissent devant le tribunal, un rebondissement inattendu survint. Le 24 juin 2010, la Cour suprême de Floride annula la condamnation à mort de Victor pour des vices de procédure et ordonna un nouveau procès. Le procès de Joël débuta le 10 septembre 2012, mais la juge le déclara irrecevable. Un nouveau procès s'ouvrit peu après, et le 28 septembre 2012, les jurés reconnurent l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Avec 9 voix contre 3, ils recommandèrent la peine capitale. Le 26 octobre, dans l'attente du verdict, Héctor Manuel Carballo avoua son crime. Un homicide au second degré, un accord fut conclu. 50 ans derrière les barreaux. Carballo prétendit ensuite qu'il croyait à une peine de 30 ans, accusant son interprète et son avocat d'être à l'origine de ce malentendu. Un argument qui ne convainquit pas les juges. Le procureur de Miami-Dade expliqua que l'aveu de culpabilité fut accepté en raison de la fragilité des preuves à son encontre, comparativement à celles pesant sur d'autres suspects. Avant le prononcé de la sentence, les avocats d'Hector plaidèrent pour une peine de prison à vie. Condamné à la peine capitale, il écopa également de 6 peines de prison à vie consécutives. Mais le calvaire judiciaire de la famille de la victime ne s'arrêta pas là, chaque criminel ayant le droit de faire appel. En décembre 2017, la Cour suprême examina l'appel de Joël, annula sa condamnation à mort et ordonna un nouveau procès, arguant que la décision du jury n'avait pas été unanime. Malgré nos recherches, aucune information n'a filtré concernant ce nouveau procès, ni sur la décision de justice concernant Victor Carballo. Le couperet de la peine capitale a épargné l'un d'eux en 2010. Cependant, il est crucial de rappeler que ces individus purgent déjà des peines de prison à vie pour d'autres méfaits. Ainsi, les 5 assassins d'Anna Maria sont destinés à passer leurs jours derrière les barreaux.